Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Dans un épisode précédent, nous avons exploré avec Valentin Gibaudot le fonctionnement de notre système olfactif ainsi que la manière dont il influence notre mémoire, nos émotions et notre bien-être. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à l'évolution de notre système olfactif. Nous allons voir comment les odeurs influencent nos relations sociales, notre perception des émotions chez les autres, ainsi que notre attractivité. Si tu veux comprendre comment ton olfaction influence ton attirance, ton choix de partenaire et la manière dont tu abordes une nouvelle personne, cet épisode est pour toi. Attends-toi à apprendre pourquoi notre système olfactif a évolué de cette manière, comment l'olfaction influence ton choix de partenaire, est-ce que la synchronisation des cycles menstruels est un vrai phénomène, pourquoi dit-on que l'on ne sent pas quelqu'un, comment l'olfaction nous aide à juger quelqu'un, qu'est-ce que l'effet brousse, comment les odeurs artificielles viennent influencer notre système olfactif, pourquoi certaines odeurs peuvent te rendre plus attractif, et bien plus encore. À la fin de cet épisode, tu sauras comment ton système olfactif guide tes relations sociales, que ce soit à la fois dans le choix d'un partenaire ou d'une relation amicale. J'espère que tu prendras autant de plaisir à nous écouter que nous en avons pris à le faire. Et sans plus attendre, voici Valentin Gibaudot. Bonjour Valentin. Bonjour Carentin. Je te propose de passer à la dernière partie du coup de l'épisode sur la dimension évolutive de l'olfaction. Et donc la première question, ça va être pourquoi est-ce que l'olfaction, elle a conservé une place aussi importante dans notre système sensoriel, même si pourtant c'est un des sens auxquels on accorde le moins d'importance, ou en tout cas qu'on a l'impression qu'il y a le moins d'importance dans notre vie, c'est-à-dire qu'on n'imaginerait pas avoir une vie privée de la vue ou de l'ouïe, on a l'impression que c'est ça qui est majeur dans la manière dont on aborde le monde. Et pourtant l'olfaction, s'il y a des gens qui l'ont déjà perdu pour ne serait-ce que quelques temps, on perd une énorme quantité d'informations. Et donc, la question c'est à quoi est-ce qu'il a vraiment servi d'un point de vue évolutif et pourquoi est-ce qu'il s'est formé de cette manière? Comment est-ce qu'on en est arrivé à ces structures-là? Et pourquoi pas, on peut imaginer une olfaction comme les chiens qui sentent en 3 dimensions, etc. Alors la question de l'évolution, l'évolution ça me passionne globalement. Donc j'ai lu pas mal de littérature, c'est-à-dire des articles, des bouquins sur le sujet, notamment au sujet de l'olfaction. Et ce qui s'y trouve est hyper intéressant. Donc déjà, la réponse courte à pourquoi notre système olfactif a toujours une position importante. Je dirais en lien avec ce dont j'ai parlé précédemment, c'est sa position anatomique et fonctionnelle assez inextricable avec le système limbique et donc la structure qui gère nos émotions, nos souvenirs, comparativement aux autres sens. Et ce potentiel finalement qu'ont les molécules odorantes via donc les odeurs, le système olfactif, à, même de manière inconsciente, moduler nos états émotionnels et nos souvenirs qui passent dans notre esprit comparativement à d'autres sens. Mais là, la question, c'est pourquoi cette place particulière entre le système olfactif et le système limbique, comparativement aux autres modalités sensorielles et donc aux autres systèmes sensoriels. Et donc là, c'est là que c'est super intéressant d'avoir en tête l'évolution de notre système nerveux. Et donc pour ça, il faut remonter au début des vertébrés. Donc au début des vertébrés, pour aller essayer d'imaginer à quoi ressemblait la vie à ce moment-là, chez les premiers vertébrés, donc on est il y a environ 600 millions d'années, et quels étaient les besoins. Et les besoins, comment dire, pour survivre, en quelque sorte, les besoins en armement neural, neuromusculaire, etc., biologique pour survivre. Et donc la vie à ce moment-là se passait dans l'eau. Et donc, petite parenthèse d'ailleurs sur comment avoir de l'information sur ce qui se passait à un moment-là, pas évident. Pas évident, on peut passer par des fossiles, donc on essaie de trouver, mais il y en a peu, ça dépend d'aspects géologiques, de la quantité de fossiles qu'on a à notre disposition pour retracer le temps géologique.
la génétique, mais ça a été montré que des aspects génétiques qu'on mesure à l'échelle de l'ADN de certaines cellules ou reliquats de cellules ne peuvent pas forcément s'extrapoler à la fonction globalement d'un organisme. Et donc, ça se limite aussi. Et donc, autre manière de faire, qui a ses limites aussi, mais qui est la plus utilisée, c'est d'essayer de trouver des êtres vivants, enfin, encore vivants actuellement, qui ressemblent potentiellement à l'être, ben, à l'ancêtre commun de, par exemple, tous les vertébrés et de il y a 600 millions d'années. Et donc, il y a 600, donc un être vivant classiquement utilisé pour essayer de savoir comment ça pouvait se passer il y a 600 millions d'années, c'est la lamproie, par exemple. La lamproie, c'est euh, euh, une sorte de, une sorte de, de poisson, alors qu'on peut même pas mettre dans la classe des poissons, il me semble, mais qui est ce qu'on appelle un agnate, donc un vertébré, donc doté de vertèbres, avec le système nerveux en position dorsale, système digestif en position ventrale, donc caractéristique des vertébrés. Donc vertèbre, ça veut dire avec un empilement d'os au niveau qui protège dans une en position médiane dans le dos qui protège le système nerveux, et vertèbre formée d'os et pas seulement de cartilage, donc bien calcifié avec une matrice extracellulaire qui forme de l'os. Et donc chez la lamproie, qui est aussi donc un agnate, donc c'est-à-dire sans mâchoire, contrairement aux poissons qui eux sont thanatostomes avec des mâchoires. Voilà, on peut essayer de regarder qu'est-ce qu'il en est de son système nerveux pour essayer d'inférer qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Et donc si on va voir le système nerveux de la lamproie, on voit que euh, le système olfactif chez la lamproie, il est extrêmement influent sur une grosse partie du télencéphale. Donc le télencéphale, c'est une structure qui a été développée phylogénétiquement et qui se développe aussi à l'état embryonnaire, qui est la partie la plus haute de notre système nerveux, la plus rostrale, c'est-à-dire tout au bout, qui donne lieu à ce qu'on appelle vraiment notre cerveau. Nous, nos hémisphères cérébraux, en fait, c'est une structure, une portion de cette vésicule embryonnaire qu'on appelle notre télencéphale. Et donc voilà, ce qui est hyper intéressant chez la lamproie, c'est que les projections de son système olfactif atteignent quasiment tout le télencéphale. Donc finalement, comme s'il y avait un télencéphale qui était dédié au traitement uniquement de l'olfaction. Pourquoi? Parce que c'est d'autres vésicules, c'est-à-dire un peu en dessous, diencéphale et mésencéphale, qui chez la lamproie, et donc probablement chez les premiers vertébrés, sont dédiés au traitement d'autres informations sensorielles, le goût, la vision, l'audition. D'où le fait que chez nous humains, d'ailleurs, on garde des reliquats de traitement de l'audition et de la vision au niveau du mésencéphale, une structure au niveau du tronc cérébral. Euh, et pour la gustation, on n'en garde pas tant de traces chez nous humains. Mais en tout cas, à la base, il faut imaginer que la raison d'être de ce qu'on appelle le cerveau aujourd'hui et ce qu'on utilise majoritairement aujourd'hui, bon, c'est un peu bizarre dit comme ça, c'est un peu fou, mais qu'à notre cerveau, la raison d'être à la base de notre cerveau, c'est un centre de traitement des informations olfactives. Et donc, à partir de ce point de départ-là, on imagine tout un tas de raisons, de pressions évolutives qui s'exercent sur les organismes. Et parmi ces pressions évolutives, il y a, donc bien après, et après que les vertébrés sont en quelque sorte sortis de l'eau via les amphibiens, chez les vertébrés donc terrestres à 4 membres, les tétrapodes, qui donnent lieu aux futurs sauropsides, c'est-à-dire les reptiles plus les oiseaux, et synapsides, c'est-à-dire les mammifères et donc nous, et ben il y a en quelque sorte un réagencement de, où se trouvent les systèmes sensoriels et notamment leur centre de traitement. Et donc il y a
une structure hyper importante qui commence à se développer, qu'on appelle le thalamus, donc les thalamus, c'est-à-dire des centres, des carrefours d'échange qui viennent en fait projeter des informations sur ce qu'on appelle notre cortex cérébral aujourd'hui, et même notre néocortex. Donc néocortex, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme son nom l'indique, néocortex veut dire nouveau cortex par opposition au paléo et archéocortex, qui sont en fait, eux, les cortex limbiques et olfactifs, archéo et paléocortex, alors que le néocortex, c'est tout le reste, et maintenant, c'est la majorité des choses pour nous. Et donc, avec la genèse du thalamus dans l'évolution, il y a les 300-250 millions d'années chez les premiers sauropsides, il y a ce qu'ils appellent une télencéphalisation des fonctions non olfactives. Donc, en quelque sorte, l'olfaction s'est fait un peu manger la place. Si le télencéphale était le lieu de projection des informations olfactives, et c'était tout, et ben il y a assez progressivement, le télencéphale n'était plus exclusivement dédié à l'olfaction, mais il y a tout un tas d'autres sens qui sont venus se faire traiter par le télencéphale et notamment le néocortex. Et la raison, c'est que le néocortex, via cette organisation donc une organisation histologique assez particulière en 6 couches neurales, voire même plus des fois, on décrit voire même plus, en tout cas en couches, et ben ça donne des propriétés d'échange de l'information assez particulières qui font que c'est peut-être plus optimisé que comme c'était fait avant, entre guillemets. Et donc là, c'est là où il y a le traitement d'informations visuelles, d'informations auditives, d'informations gustatives, d'informations du tact, aussi le contrôle moteur qui sont venus se faire contrôler, entre guillemets, particulièrement finement, mais pas seulement, hein, heureusement, au niveau de notre néocortex, et donc globalement de notre télencéphale. Mais ce qui est intéressant, c'est que de tout ce passé évolutif, donc certes, en gros, les projections olfactives sur le télencéphale se sont certes fait restreindre à une petite portion de notre télencéphale, mais ce qui est intéressant, c'est cette histoire de thalamus, du coup, qui a été en quelque sorte aidant dans la télencéphalisation des fonctions gustatives, visuelles, auditives, etc., mais pas dans le cadre de l'olfaction, puisque l'olfaction était déjà là, même sans thalamus, bien avant. Et donc ça donne lieu à une raison donc phylogénique, évolutive, au fait que l'olfaction est particulièrement influente sur notre système limbique, puisqu'en quelque sorte directement projetée sur notre système limbique. Et donc, d'où cette intrication anatomique évidente et fonctionnelle qu'on peut voir à l'heure actuelle à l'anatomie finale de notre cerveau adulte entre système olfactif et système limbique, et d'où ce rapport intime entre olfaction et émotion et souvenir, différent, je dirais pas supérieur, mais je dirais différent par rapport aux autres modalités sensorielles, visuelles, auditives, etc. Et d'où un aspect presque inconscient, particulièrement inconscient, de nos odeurs comme effet sur nos émotions par rapport aux autres modalités sensorielles. Et vu que l'olfaction, d'un point de vue évolutif, semblait avoir beaucoup de place du coup avant, sachant qu'elle prenait toute la place, tout le traitement du téléencéphale, etc., comment est-ce qu'elle venait influencer notre choix de partenaire et nos interactions sociales? Et encore aujourd'hui, du coup, comment est-ce qu'encore aujourd'hui, nos choix de partenaire et nos interactions sociales, et donc on peut imaginer du coup peut-être avec les parfums, etc. aussi, on pourra voir après du coup les influences que ça aura, mais comment est-ce que du coup notre olfaction vient guider nos interactions sociales avec les gens et notre choix de partenaire? Alors, premièrement, je dirais que pour se donner l'intuition de comment ça se passait avant, ben, on peut imaginer de comment ça peut se passer, par exemple, pour la lamproie, encore une fois, ou des êtres un peu plus primitifs, entre guillemets, en tout cas sur l'arbre phylogénique des vertébrés. Euh, donc il y a quelque chose de particulièrement super intéressant, je dirais, entre télencéphale, enfin cette intrication historique évolutive entre télencéphale et système olfactif,
faut se dire: «OK, mais pourquoi, pourquoi enfin, qu'est-ce qui se passe de particulier dans le télencéphale pour que ce soit lui le candidat, anatomique et fonctionnel dédié au traitement des informations olfactives?» Et donc, il y a eu un moment dans l'évolution pour certaines, raisons de survie et raisons paléoécologiques, on appelle ça, donc de l'écologie de l'environnement, à ce moment-là, et notamment du mode de vie, par exemple, de la lamproie, mais du coup des êtres hypothétiques qu'il y avait, il y a 600 millions d'années, où il y a eu besoin de bien encoder l'espace et le temps. Et donc ça, c'est la navigation spatio-temporelle. C'est une des manières premières de décrire une structure limbique particulière qui est l'hippocampe. Donc l'hippocampe, on le connaît, des fois le grand public le connaît pour le fait que quand il est dysfonctionnel, il peut donner lieu à des troubles de la mémoire, comme par exemple dans des maladies neurodégénératives, maladie d'Alzheimer et tout. Mais en fait, ce qui se passe dans ce genre de pathologie, c'est il y a certes une désorientation temporelle, mais aussi spatiale. Et donc le temps et l'espace, comme par exemple c'est décrit aussi en physique quantique, etc., classique, bah, sont deux notions parfaitement intriquées, puisque c'est deux dimensions d'un espace, l'espace et le temps. Et donc, il y a eu des raisons pour lesquelles le système nerveux a eu en quelque sorte construire un outil dédié à l'encodage de l'espace et du temps. Et donc, je raconte pas tous les mécanismes par lesquels ça peut se passer, c'est hyper intéressant. L'encodage par le neurone du temps, de l'espace, des cellules qui s'activent en fonction de l'orientation spatiale, etc., etc. Mais si on y réfléchit bien, au mode de vie, par exemple, de la lamproie ou d'un poisson, etc., dans l'eau, il a particulièrement besoin d'encoder le temps quand on imagine qu'on a un poisson qui naît quelque part et qui, pour des raisons de reproduction ou autre, ou de juste survivre et donc se nourrir, il va devoir faire plusieurs milliers de kilomètres dans un océan pour aller chercher à manger. Et des fois, il va devoir revenir là où il est né, etc., pour aller poser sa progéniture à cet endroit-là, etc., etc. Et donc, qui dit revenir, dit remonter un gradient de concentration en molécules qu'on reconnaît. Et qu'on reconnaît, ça veut dire qu'on l'a mis en mémoire. Et donc, ce gradient spatio-temporel de molécules chimiques que traversent des êtres vivants dans l'eau, c'est ce qui aurait donné lieu à l'intrication entre télencéphale, qui lui a mis en place l'outil d'encodage de la mémoire et du temps, qui a utilisé comme information les informations chimiques apportées par les odeurs, parce que les odeurs ont un potentiel à être transportées très loin dans l'espace, puisqu'on imagine un courant d'eau qui peut laisser s'écouler entre guillemets des molécules odorantes très très loin, à l'échelle même des fois de plusieurs milliers de kilomètres grâce à des courants océaniques, et dans le temps aussi. Donc là, dans le temps, parce qu'il y a des molécules qui ne se dégradent assez peu dans le temps, dans l'eau, et qui restent globalement là où elles sont. Et par exemple, j'ai en tête la lamproie ou autres êtres vivants qui vivent dans l'eau et qui, via leur déjection, laissent des acides biliaires dans certaines zones de l'espace aquatique. Et ces acides biliaires, il y a des poissons qui sont encore capables de les reconnaître plusieurs années après, et donc de savoir où ils habitent en quelque sorte. Et d'où une intrication énorme entre olfaction, encodage de l'espace et du temps, et donc télencéphale. Et là, on peut imaginer du coup ce que peut représenter et à quel point ça peut être important la communication chimique inter-individu. Puisque si je parlais d'histoire par exemple, de déjection d'acide biliaire déversé dans l'eau par un individu pour reconnaître d'où il vient, ben, on peut imaginer ça, mais pour un groupe d'individus. Et donc des groupes d'individus qui communiquent aussi de l'information euh, à quoi porter, entre guillemets, via leur déjection, etc.
et donc qui est transduite par leur système olfactif, etc. Donc ça, voilà, c'est pour s'imaginer, se représenter à quel point ça peut être important chez des êtres un peu plus primitifs, ou en tout cas dans l'eau. Primitif, je mets des gros guillemets parce qu'il n'y a pas d'histoire de primitif, quoi. Et, euh, et donc, on peut imaginer que ça peut toujours être influent, enfin, compte tenu de ce passé évolutif extrêmement long, inimaginable même en termes de temporalité pour nous humains. Et on peut imaginer que c'est toujours influent ce genre de choses dans notre mode de vie à nous humains. Sauf que nous, on vit pas dans l'eau, on vit dans l'air. Donc déjà, comment ça se passe? Donc là, il y a la notion de portabilité aérienne de molécules qui peuvent porter pour la fonction de communication chimique. Donc là, c'est avec la question dont on a un peu parlé au début des phéromones. Est-ce qu'on a équipé ou pas en récepteur un potentiel odeur de type phéromone, donc communication inter-individu à- à- avec pour finitude des aspects d'attachement ou au contraire de détachement, de reproduction, etc. Donc, pour répondre à ce genre de questions, il y a tout un tas de recherches donc, qui encore une fois, sont, sont pas les miennes. Et donc, le laboratoire, donc, il y a Camille Fernanzi qui travaille sur ce genre de questions, qui a travaillé beaucoup dernièrement avec une doctorante qui est maintenant docteur, qui s'appelle Valentine Brémond-Bostoen, sur le sujet de la communication émotionnelle par les odeurs. Enfin, en tout cas, ouais, c'est ça, communication émotionnelle entre individus par les odeurs. Et donc, ils ont montré que la communication d'émotions par nos propres odeurs, alors de mémoire, se passait encore, entre guillemets. Je ne sais pas à quel point, c'est-à-dire en termes de taille d'effet, etc. En tout cas, si elle se passe, c'est probablement de manière très inconsciente. Mais voilà, je renvoie à ces chercheuses, entre guillemets, pour répondre à ce genre de questions. Là, c'est plus trop mon, mon sujet. Après, quand j'en discutais justement avec Valentine, on peut imaginer, enfin, à un moment, j'ai discuté avec elle, j'imaginais cette possibilité que on a l'intuition que ces phéromones, etc., ces odeurs corporelles, elles sont quelque part un petit peu liées à notre transpiration, parce que notre transpiration, elle sent, et donc c'est un peu notre intuition qu'on a quand on parle d'odeur corporelle, c'est la transpiration. Et, et donc, oui, effectivement, il y a il y a un peu du lien parce que les zones au niveau desquelles on transpire le plus, par exemple les aisselles, eh ben, il y a un microbiote cutané assez particulier, c'est-à-dire des bactéries qui viennent transformer en quelque sorte les molécules odorantes, enfin en tout cas les molécules qui s'extravasent de notre corps au niveau de notre peau, et ça donne lieu à une signature olfactive qu'on a et qui peut potentiellement influencer un autre individu. Et là, déjà première hypothèse, enfin première question, c'est la l'influence de la nature de notre propre microbiote cutané sur le type d'odeur qu'on émet aux autres individus. Et deuxièmement, purement spéculatif, avec Valentine, à un moment, je me posais la question de l'effet de notre transpiration, enfin du coup de la quantité de notre transpiration sur notre microbiote cutané et donc sur les molécules olfactives qu'on déverse dans notre environnement. Et quelque part, comme via notre propre système nerveux autonome, et notamment sympathique pour le coup, notre manière de transpirer peut dépendre de notre état émotionnel courant. Donc imaginons que je suis hyper stressé, je vais peut-être suer beaucoup, par exemple sous les bras, et donc influencer la manière dont mon microbiote va métaboliser les molécules qui sortent de ma peau et donc changer le, le, le- le- la population de molécules odorantes qui vont
sortir de moi, de mon individu, et donc potentiellement que ce changement peut être perçu par un autre individu et peut très spéculativement être interprété inconsciemment, je ne sais pas de quelle manière, comme ah oui, effectivement, cette nature, cette odeur m'évoque qu'il est en train de transpirer et donc il est en train de stresser. Et donc, via ce canal cette chaîne de mécanismes, euh, échanger de l'information. Et voilà, cette histoire-là, elle n'est uniquement de mon cerveau, en tout cas d'une discussion avec Valentine, en l'occurrence. Donc voilà, purement spéculatif, j'ai pas de preuve de tout ça, mais c'est juste une manière d'imaginer potentiellement comment ça pourrait se passer. Et oui, mais de la même manière que quand on a quelqu'un d'agressif envers nous, bon, on le voit dans les regards, je crois que c'est au niveau de la pupille qu'il y a une corrélation Ouais. avec les niveaux d'adrénaline que la personne a. Mhm. Mais je me demande aussi si ça passe pas par l'odeur de... Parce que on passe beaucoup de notre temps, en tout cas dans le langage, à dire ouais, je sens pas cette personne, ou quand on voit quelqu'un au premier abord, c'est marrant que ce soit l'idée de sentir la personne qui se fasse. D'ailleurs, quand on serre la main des gens, je sais plus quel labo a montré ça, mais on serre la main des gens et après on va se mettre la main au visage. Et après, on se met d'ailleurs l'autre main au visage, comme si on venait comparer dans notre odeur de main d'avant ce qui était de nous et ce qui était de l'autre, pour après tirer des sortes de conclusions inconscientes sur peut-être l'état de la personne en face de nous, etc. Et du coup, je me demandais, vu qu'on passe notre temps à dire ouais, mais c'est bizarre, et sans réussir à mettre le doigt dessus, à dire juste je sens pas cette personne, je sais pas pourquoi, mais une sorte d'instinct, mais du coup, on utilise le terme de l'odeur pour dire ça. Et donc, est-ce qu'il y a des travaux justement là-dessus? Et à quel point est-ce que notre odeur peut être fiable pour catégoriser quelqu'un Et comme ça quand justement on utilise des phrases de ce style-là? bah, sûrement que, ouais, et que oui, il y a des travaux, donc je suis pas au courant. Mais effectivement, il y a pas mal de travaux, je sais, sur la sémantique liée à la description des odeurs, qui d'ailleurs est relativement pauvre comparativement aux autres sens. On a énormément de vocabulaire pour décrire ce qui se passe dans notre regard, enfin, aussi de manière auditive et aussi de manière tactile, etc., etc. Et finalement, assez peu de vocabulaire pour décrire notre environnement olfactif. Mais ça, c'est vrai différemment en fonction des cultures. Mais reste qu'on a quand même assez peu de vocabulaire. Et tout ça, c'est probablement en lien avec cet aspect très im- impalpable, très inconscient du système olfactif par rapport aux autres sens. Parce que voilà, il a été difficile dans notre culture de conscientiser l'olfaction et donc de mettre des mots dessus. Et, mais donc, effectivement, le parallèle que tu fais est hyper intéressant mais c'est marrant parce qu'on utilise le terme de je le sens pas celui-là, c'est-à-dire un terme qui se transpose à l'olfaction pour qualifier quelqu'un. Et donc, effectivement, ça me serait pas étonnant qu'il y ait des travaux sur le sujet, c'est-à-dire je le sens pas, mais est-ce qu'il y a presque une réalité biologique derrière? Euh, et donc, ouais, j'avoue que j'ai pas les travaux en tête. Cela dit, moi, personnellement, bon, j'aurais quand même à l'intuition que parmi tous les canaux sensoriels de communication qu'on a pour transmettre de l'émotion, je dirais qu'effectivement, il y en a qui sont plus ou moins conscients que d'autres. Donc l'olfaction, probablement un des plus inconscients. Mais je ferais quand même bien l'hypothèse que l'olfaction n'est pas le premier informateur émotionnel parmi les autres sens, notamment le visuel. Comme tu as dit, la pupille. Donc effectivement, le système nerveux sympathique vient dilater la pupille, un système nerveux sympathique qui vient et qui est mis en jeu dans un état de stress, par exemple, un état d'activation important. Et donc la pupille comme informateur de où il en est l'autre individu en termes de stress ou quoi, et même plus généralement tout ce qui se passe sur la tête, le visage, nos sourcils et les muscles qui, qui modifie l'axe, l'inclinaison de nos sourcils, etc., le muscle corrugateur du sourcil, des muscles qui sont très liés à l'émotion de l'individu. De fait, ça a été montré que, par exemple, le muscle corrugateur du sourcil, qui vient faire foncer les sourcils,
il est permanent sous l'influence d'une zone du système limbique, en tout cas particulièrement impliqué dans l'émotion, qui s'appelle le cortex singulaire antérieur. Et donc nos sourcils, et même globalement la partie supérieure de notre face, y compris nos paupières, etc., est sous l'influence du cortex singulaire antérieur. Et ça ça donne à l'intuition que la partie supérieure et même globalement notre visage est particulièrement donc influencée par des structures en lien avec les émotions, et donc probablement communicatrice d'émotions, et donc par un autre individu. Un autre individu pourrait particulièrement utiliser ces informations visuelles qui proviennent de la face, du visage de quelqu'un, en plus des informations auditives qu'il nous communique via la parole, la voix, les vocalisations. Donc voilà, toutes les informations verbales et non verbales visuelles, qui, je pense, sont quand même prévalentes par rapport aux informations olfactives quant à la capacité de transmettre de l'émotion. Mais voilà, là, c'est presque juste mon avis. À voir, voilà, peut-être d'autres chercheurs plus spécialisés dans la communication chimique de nos émotions seraient plus à même de comparer les différentes modalités sensorielles quant à cette capacité que moi. Et je voulais te demander maintenant, il y a cette, je sais pas vraiment si c'est une rumeur ou si c'est la vérité, est-ce que j'ai entendu des gens me dire que c'est ce qui se passait et d'autres me dire que ça leur arrivait pas. Est-ce que c'est vrai que les cycles menstruels viennent se synchroniser du coup quand des femmes vont passer un certain nombre de temps ensemble, que ce soit par exemple si c'est des amis qui vont passer du coup leur journée ensemble ou des collègues de travail, etc. Et si oui, s'il y a bien des preuves de ce phénomène, est-ce que ça passe par l'olfaction, puisque du coup ça semble être un phénomène hormonal qui du coup pourrait être exprimé au travers justement par mécanisme chimique qu'on viendrait capter après avec l'olfaction, ou est-ce qu'on ne sait pas vraiment comment ça se passe et est-ce que ce phénomène existe ou pas déjà même dans un premier temps? Alors, j'avoue que j'ai peu de littérature en tête sur le sujet, mais le peu que j'ai lu peinait à démontrer que ça se passait vraiment, la synchronisation menstruelle. Donc voilà, on trouve des travaux qui disent oui, on trouve des travaux qui disent non. En moyenne, ça dit plutôt non. Mais bon, après, on peut imaginer quand même comment ça se passe. Donc effectivement, comme tu as dit, un bon candidat, c'est les odeurs corporelles euh, émises par les individus, dont le contenu hormonal change au cours du temps via les cycles menstruels. Donc le contenu hormonal d'une femme en oestrogène et en progestérone qui change au cours du temps, qui du coup modifie les activités du système nerveux autonome, donc on imagine les manières de transpirer, le microbiote cutané, tout un tas d'autres microbiotes d'ailleurs, intestinal, etc. Et donc par suite, le contenu olfactif, euh, comment dire, évoqué par un individu, qui peut être reçu par un autre individu, et de la même manière, on pourrait imaginer une signature olfactive de molécules dépendant des cycles œstrogéno-progestatifs d'une femme, et qui du coup pourrait influencer les cycles œstroprogestatifs d'une autre femme. Bon, ça paraît assez difficile à imaginer, d'autant que c'est ce qui est assez surprenant. Bah, je reviens juste, enfin, je refais du lien justement avec Valentine Brémond, qui a fait sa thèse sur la communication chimique d'émotions, en tout cas entre les individus, qui justement a mis pour une de ses études en, en question le cycle menstruel dans les variables, et qui au passage a montré à quel point c'était, enfin de manière étonnante, c'était variable. La durée des cycles menstruels en fonction des femmes, donc ça dépend aussi de moyens de contraception qui peuvent jouer sur la durée, mais en tout cas de manière naturelle c'est extrêmement variable, et donc ce cycle qui est classiquement décrit comme durant 28 jours et qu'à J14, hop, il y a ovulation, donc avec un pic de certaines hormones,
au final, il y a une grosse variabilité parce qu'elle a dû remodéliser cette histoire et elle s'est rendue compte à quel point en fait c'était pas vrai, ce J28, J14, etc. Et que ça dépendait, c'était assez variable. Donc comme d'habitude en statistique, enfin, dans le, dans le monde et en statistique, on se rend compte de lois statistiques qui, qui, qui expriment certaines variables et certaines distributions qu'on voit certes centrées sur une moyenne. Et si la loi est normale, ben, mais symétriquement dispersée avec un écart type. Et la question, c'est quel est cet écart type? Et ben, visiblement, il y en a un qui est non négligeable en termes de durée du cycle menstruel chez les femmes. Et donc, on peut imaginer à quel point, du coup, ça doit être difficile de synchroniser de rythmes assez variables entre deux individus. Donc voilà, en ce sens, je rejoins il y a ces intuitions, les articles qui disent que plutôt non. C'est un phénomène qui n'existe pas. Mais voilà. Voilà. Et un peu dans la même catégorie de phénomènes, est-ce que tu pourrais nous décrire ce qu'est l'effet Bruce? Ouais, alors l'effet Bruce, ça a été découvert par, il me semble, une chercheuse qui s'appelle, ben, dont j'ai plus le prénom, mais qui s'appelle ben, Bruce, comme son nom l'indique, et qui a montré chez des souris que une souris en gestation avortait spontanément, avortait quand il y avait un nouveau mâle qui se présentait à elle. Et nouveau mâle, ça veut dire qu'il n'est pas le même qui a donné lieu à la, à la conception. Et donc, cet avortement, du coup, la question se pose de pourquoi et déjà, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste une exploration, un coup de chance, entre guillemets, ou un coup de malchance, c'est un effet du hasard? Alors, l'effet du hasard, non, ça a été montré que oui, il y avait un certain parce que l'expérience était reproductible et des mammifères non humains, notamment bah, chez des rongeurs, hein, la souris, etc. La question du pourquoi elle est débattue. Il y en a qui disent l'idée que ce nouveau mâle, il est meilleur que celui qui a donné lieu à la conception. Donc s'il est mieux sur tout un tas d'aspects, du genre il est plus fort, il est plus protecteur envers moi, etc., c'est mieux que je fasse des enfants avec lui, et donc que j'annule la genèse de l'enfant que j'ai dans mon ventre, et donc que je fasse des enfants plutôt avec lui parce qu'ils seront plus périns comme enfants. Ou deuxième hypothèse, ben justement cet être est plutôt agressif, enfin a un air plutôt agressif, et donc ce nouveau mâle a un air plutôt agressif, et donc je vais arrêter je vais arrêter l'embryogénèse parce que ça va me coûter trop d'énergie, entre guillemets, d'énergie biologique, et en quelque sorte de mettre bas à ces enfants alors qu'il va me les tuer, grosso modo. Bon, tout ça, c'est des hypothèses. En tout cas, j'ai vu aucune trace dans la littérature que ça existe chez l'humain. Ouais, bah en même temps, je me dis que ça doit être difficile à montrer, même si ça existait chez l'humain. Je sais pas trop comment est-ce qu'une expérience peut venir un peu explorer ce Exactement, sujet, à part en causalité après peut-être, mais bon, du coup, pareil, pour trouver la causalité, c'est carrément. exceptionnellement dur. Ouais. On pourrait faire ça de manière rétrospective, pour recenser tous les avortements, recueillir l'information de est-ce qu'il y a un nouveau mâle dans cette histoire, etc., etc. On sent que éthiquement, ça devient un peu dur. Et surtout, faut préciser, je sais plus si tu l'avais dit, mais pour la souris, c'est dans les 3 premiers jours de sa grossesse que le phénomène se produit. Et Ouais, vu que je crois que la grossesse de souris, c'est 21 jours, c'est quelque chose comme ça. ouais, Donc c'est vraiment au tout début que... Et du coup, ça rend encore plus complexe chez l'homme, sachant que du coup, ça rentre dans des périodes où la personne ne sait peut-être même pas qu'elle est enceinte, qui mène juste à une mauvaise couche, sans que la personne même se rende compte, du coup, en termes de conversion de ouais. temps, quoi. Bah, et effectivement, ouais. On imagine que ces 3 jours sont plus potentiels, sont plus longs très plus longs chez l'humain. Mais ouais, on peut imaginer que ces 3 jours, ils sont liés au fait qu'il y a un moment où c'est plus possible de revenir en arrière, entre guillemets. En tout cas, c'est plus.
bénéfique de revenir en arrière pour les raisons spéculatives que j'ai racontées avant, mais bon. Oui, c'est compliqué à trouver. Ouais. Et pour finir l'épisode, justement, j'aimerais voir comment est-ce que l'évolution de notre environnement, comment est-ce qu'avec toute la révolution industrielle, tout le changement qu'on a fait, où on sait que du coup, comme tu nous as dit, que Homo sapiens, c'était il y a 300 000 ans, que l'évolution a peut-être fait quelques changements depuis, mais que sur un terme, d'un point de vue de l'évolution, 300 000 ans reste quand même assez court, etc. Et surtout, quand on voit comment ça a changé depuis les 200 dernières années, voire au pire, on peut même remonter jusqu'à 2000, 3000 ans, mais même toujours dans un terme évolutionnaire, c'est très très court. Comment est-ce que du coup, toutes les odeurs artificielles, la pollution, les parfums, tout ce qu'on a mis dans l'air et qu'on n'a pas forcément conscience de sentir, comment est-ce que tout ça vient influencer notre système olfactif pour le meilleur ou pour le pire? Est-ce que du coup certaines odeurs ou certaines molécules de pollution viennent causer peut-être un certain mal-être ou quelque chose comme ça parce que le système olfactif y réagit négativement? Enfin, voilà, comment est-ce que tout ça vient arriver? Alors bah déjà, d'un point de vue temporel assez long, c'est-à-dire via, comme tu as dit, l'être humain, il y a 4 milliards d'années, le début de la vie, il y a 300 000 ans, Homo sapiens. Déjà, il y a énormément de temps qui se passe. Ensuite, 300 000 ans, c'était quand même il y a un certain temps comparativement à il y a 200 ans, l'ère industrielle et tout, qui vient modifier notre environnement atmosphérique, etc. Donc ouais, effectivement, on sent bien on, que il se passe probablement beaucoup de choses, beaucoup trop aigus en termes de survenue comparativement à ce comment on a été conçu, entre guillemets. Euh, et que du coup, par cet aspect aigu, donne lieu au fait que probablement on n'a pas encore assez de recul aussi, pour répondre vraiment à la question. Maintenant, ouais, c'est assez facile à imaginer que la pollution atmosphérique vient alors induire des désordres et des maladies au niveau pulmonaire, ça c'est sûr, et donc sur la fonction respiratoire, c'est sûr, et donc sur la fonction olfactive, voilà, on peut l'imaginer. Euh, on peut, la pollution atmosphérique euh, rend plus probable aussi, ça a été montré, l'allergénicité, donc le fait d'être allergique, donc la congestion nasale, etc. Et donc à diminuer le potentiel qu'on a à ressentir des odeurs. La pollution atmosphérique vient euh, euh, créer de l'inflammation, augmenter globalement le niveau de l'inflammation dans notre corps, y compris au niveau de notre système olfactif, et donc induire tout un tas de remodelage qui probablement va, d'une certaine manière que je connais pas, euh, amoindrir nos capacités olfactives, probablement dégrader plus vite notre système olfactif, nos neurones olfactifs, nos filets olfactifs, notre muqueuse olfactive, etc., que c'était le cas avant, par exemple, l'ère industrielle. Euh, ensuite, même sans parler de pollution atmosphérique, dans quel environnement vit-on? S'il y a autant des chasseurs-cueilleurs avant l'essor avant leur mode de vie plus agricole, il y a 8000 ans, avant les chasseurs-cueilleurs, c'était un peu des nomades, alors nomades dans une certaine propension, hein, ils se déplaçaient de quelques dizaines de kilomètres par an, mais ça suffisait pour faire traverser la Terre entière, 10 000 kilomètres par exemple de l'Afrique à l'Australie en quelques milliers d'années. Euh, et donc ce mode de vie chasseur-cueilleur avait quelque part un intérêt à reposer sur l'olfaction en particulier, parce que on était dans la savane, les arbres, les animaux, etc. Il y avait plein d'informations, une diversité d'informations olfactives énorme comparée à la diversité actuelle. Et par exemple, si on imagine que la plupart de la population est concentrée dans les villes, eh ben on n'a plus du tout le même environnement olfactif, et donc et, et donc on peut imaginer que ce mode de vie qui date de il y a quelques milliers d'années
qui s'est exacerbé ces dernières centaines, voire dizaines d'années, et ben, notre répertoire de récepteurs olfactifs, lui, n'a pas eu le temps de s'adapter à un tel mode de vie. Donc de fait, on n'est peut-être pas équipé pour les odeurs qui nous concernent dans notre vie de tous les jours de citadins. Voilà. Et puis, ensuite, la question des parfums. Donc là, encore une fois, je renvoie à la thèse de Valentine Brémond et de Camille Fernandi qui travaillent sur le sujet, mais grosso modo, c'est vrai que on peut se dire c'est bizarre. On peut se poser la question, enfin c'est bizarre cet humain qui s'est dit je vais rajouter des, je vais modifier mon apparence olfactive, alors que il y a d'autres, bah, la question on pourrait se demander si on est les seuls êtres vivants à le faire. Je pense que la réponse est non, mais je pense qu'on le fait probablement trop. En tout cas, moi, l'intuition que j'ai, c'est juste euh, bah, j'ai un chat, ma copine a un lapin. Que si je mets trop de parfum, ils vont limite plus me reconnaître et presque être dérangés par moi, alors que si j'ai mes odeurs complètement naturelles, ils vont me reconnaître, etc. Et donc, on peut imaginer qu'il se passe, enfin, il pourrait se passer la même chose chez nous. Après, on s'est habitué culturellement à cet aspect d'odeur un peu exogène qui représente les parfums. Euh, mais là, cet aspect culturel, donc l'histoire, ça mène à l'histoire du parfum, etc. Là, pareil, j'ai pas toute l'histoire, ça doit être hyper intéressant du pourquoi. Il y a sûrement pas mal de justifications biologiques, culturelles à ça. En tout cas, la thèse de Valentine Brémond, sous la supervision de Camille Ferdinand, de mémoire, a montré que les odeurs corporelles peinaient à, à avoir leur mot à dire par rapport aux parfums. Donc les parfums venaient effectivement brouiller l'histoire. Et, et voilà, je pense que voilà, je ne peux pas m'avancer plus sur le sujet. Il y a des gens plus qualifiés que moi pour parler sur le sujet, mais à mon avis, intuitivement, ça doit être un beau bordel pour notre système olfactif de faire face à tout ça. Et est-ce que tu penses que justement les parfums, est-ce que justement il y a des études qui montrent que les parfums ont un effet bénéfique sur l'attractivité? Quelqu'un va être jugé plus attractif s'il a une odeur de parfum? Ou est-ce que justement on va juger plus attractif l'odeur que notre système a évolué entre guillemets pour apprécier, donc l'odeur juste naturelle Je pense que oui. Enfin, en vrai, je suis pas en tête toutes les études, mais je pense que oui, effectivement, il y a des études qui ont montré que il devait y avoir un bénéfice de certains parfums sur l'attractivité d'une personne, notamment quand il y a un match entre les orientations sexuelles et la teneur du parfum, entre guillemets. Donc ça, c'est une variable d'ailleurs qui a été testée encore une fois par Valentine, c'est-à-dire le genre, l'effet du genre et l'orientation sexuelle, homo, hétéro, etc., et le type de parfum. Mais voilà, encore une fois, là, je peux pas m'aventurer sur ce terrain, je suis plus assez qualifié. Et donc, j'envoie à d'autres chercheurs, et notamment Camille Ferdinand. Bah écoute, merci beaucoup Valentin pour cet épisode. Et ben de rien, C'était un plaisir de te parler. et ben moi, c'était un plaisir de pouvoir transmettre tout ça de manière, j'espère, la plus claire possible et le plus vulgarisée possible pour que ça parle au plus grand nombre. Et effectivement, je pense que la science a besoin de ce canal d'information que représentent les podcasts pour quelque part redonner confiance à la population dans ce que font nos chercheurs et ce que produit la science et quelque part éduquer la population à rester critique sur tout ce qu'on voit et effectivement se rendre compte que tout n'est pas noir ou blanc, mais c'est souvent gris. Et donc chacun doit y aller un peu de lui-même pour se faire son avis étayé sur les questions qui le gouvernent chaque jour. Et apprendre à reconnaître la valeur d'un je ne sais pas mais je vais aller chercher ou un on ne sait pas encore mais on est en train de faire des recherches là-dessus
plutôt que d'une réponse absolue qui ne viendrait pas être questionnée parce que justement, la certitude apportera un certain confort par rapport à l'incertitude au fait de ne pas savoir. Exactement. Globalement, il faut se méfier du noir ou blanc. C'est jamais bon signe. Bah écoute, merci beaucoup Valentin. Eh ben, de rien, merci beaucoup à toi et puis aux auditeurs d'avoir la patience d'écouter. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir.